Bonjour Monsieur Barrière. Bonjour. Vous êtes avocat en droit pénal et est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours de l'université à votre métier actuel? Oui, bonjour à vous deux. Euh, Mon parcours universitaire, je l'ai commencé à la faculté Université Bretagne Sud à Vannes. J'ai fait ma licence première année, ma licence deuxième année, ma licence troisième année là-bas. J'ai fait un master 1 droit pénal et carrière judiciaire au sein de l'université de Nantes. J'ai fait un master 1 droit des affaires au sein de l'université de Nantes, un master 2 responsabilité civile et assurance au sein de l'université de Nantes et un DU de criminologie au sein de la même université. Ensuite, en fait, la même année, j'ai passé mon master 2, mon diplôme universitaire de criminologie et le concours au Centre régional de formation à la profession d'avocat. J'ai intégré l'école d'avocat en 2020 ou 2019, je ne sais plus. Peu importe. J'ai fait mes 18 mois, 2 ans de formation au sein de l'EDAGO, l'école des avocats du Grand Ouest, et j'ai intégré le cabinet des marques Beloncle Cabioche, où nous sommes ici. Et concrètement, en fait, en quoi consiste votre métier? Mon métier consiste, d'une certaine manière, à porter la parole de ceux qui en ont, à qui on reproche un certain nombre de faits. Je travaille principalement dans le droit pénal, mais je fais aussi d'autres matières. Mon métier consiste à les assister durant la procédure, à les représenter devant une juridiction, à les assister lors de garde à vue, lors d'entretiens avec le juge, lors de plusieurs éléments d'enquête ou d'actes qui peuvent être faits durant une instruction, par exemple, etc. Je suis un jeune avocat au barreau de Nantes. Je travaille pour Loïc Cabioche, qui est un avocat pénaliste. Et je prends principalement ces affaires pour le moment. Je n'ai pas encore réussi à établir ma propre clientèle. Ça va venir. Mais voilà un peu l'aspect de mon métier. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type et le type d'affaires que vous êtes amené à voir le plus souvent? Ce qu'il y a d'intéressant avec le métier d'avocat, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Il y a des journées qui peuvent paraître plus vides que d'autres. C'est un métier qui me demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration, mais aussi d'être sur tous les fronts, à tous les moments, puisque les urgences peuvent survenir. Une journée type, c'est une journée, si on peut la qualifier ainsi, c'est une journée où on irait au palais, plaider, voir des juges, aller dans les couloirs du palais pour faire des démarches. Il y en a un certain nombre dans ce métier, où vous serez amené à faire également, si vous voulez embrasser cette profession. Une journée type, c'est aussi une journée où on est au bureau, on travaille des actes, on reçoit des clients, on fait des entretiens téléphoniques, on fait des mails. Voilà. Okay. Et selon vous, quelles sont les principales qualités à avoir pour exercer ce métier? Pour exercer ce métier, je pense qu'il faut avoir un esprit de synthèse, qui est quelque chose qui se travaille, qui est extrêmement difficile pour un grand nombre de personnes, notamment moi. Il faut être à l'aise à l'oral, c'est une évidence. Il faut aimer l'oralité des débats, le contradictoire. Et je pense qu'il faut être créatif. Voilà à peu près les qualités requises, je pense, pour ce métier. Et créatif dans quel sens et pourquoi? Créatif, ça induit aussi d'être, d'avoir de la répartie, d'être innovant, d'être imprévisible et de pouvoir anticiper ce qui va être évoqué à une audience par la partie adverse. Créatif, c'est aussi le moyen de s'illustrer à l'oral, d'avoir peut-être sa propre personnalité au moment des plaidoiries, au moment de débattre. Voilà. Moi, je pense en tout cas que la créativité doit être quelque chose d'important dans le métier. Et quel master vous conseillerez à un étudiant de faire
pour exercer ce métier d'avocat pénaliste? Alors, je sais ô combien tous les étudiants sont attachés à savoir quelle filiale faire, quel master faire, quelle licence faire. Mais je tiens à indiquer que, en réalité, les diplômes s'équivalent à peu près tous et que il n'y a pas forcément d'erreur à aller faire un master dans une spécialisation qui ne sera pas celle de son exercice futur. C'est pas une erreur, c'est même enrichissant et rester cadré uniquement sur ce qu'on voudrait faire plus tard, c'est peut-être je dirais pas une bêtise, mais il n'y a pas de parcours type de l'avocat. Il ne faut pas se laisser enfermer dans un carcan en se disant si j'ai pris un master spécialisé en procédure civile ou en civil, je ne pourrai jamais faire de pénal de ma vie. C'est absolument faux. On se rend compte une fois sorti des études qu'un monde nouveau apparaît devant nous et qu'en fait on a, je dirais pas qu'on n'a rien réalisé, mais que l'image qu'on avait de la vie professionnelle est complètement différente de celle qu'on voit au moment des études. Donc je ne saurais que conseiller aux étudiants de faire ce qui leur plaît au moment de choix du master. Faut s'épanouir au moment des études, c'est un moment qui est long, c'est un moment qui est intense, et c'est important de faire quelque chose qui vous plaît. Voilà, c'est ça mon conseil. Et quels sont les types d'affaires que vous retrouvez le plus souvent? Le plus souvent, actuellement en tout cas, on a plutôt des affaires de violence conjugale, des affaires liées à des infractions sexuelles. Ce sont des affaires qui sont récurrentes, peut-être aussi dans l'ère du temps, dans l'ère de la libération de la parole des femmes, ce qui est important. Mais voilà à peu près les dossiers qui sont récurrents. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont systématiques, on a bien d'autres affaires en tout genre. Mais pour répondre à la question, les plus récurrentes, ce sont liées aux violences faites aux femmes principalement. En tout cas, c'est mon analyse personnelle. Ce n'est absolument pas une statistique étendue. Ok, maintenant des questions un peu plus précises, personnelles. Pourquoi avez-vous voulu être avocat? Parce que j'ai toujours détesté les injustices, quelles qu'elles soient. Je pense que le mot justice résonne en moi depuis tout petit et j'apprécie tellement la justice que je déteste quand elle est bafouée d'un côté ou d'un autre. Et qu'un individu qui a pu commettre une infraction mérite le droit à un procès équitable. Ça, c'est les dispositions de la Cour européenne des droits de l'homme, mais mérite en tout cas d'avoir le respect de sa dignité au moment de son procès. Et je pense que la procédure doit être respectée de A à Z. Que l'individu soit accusé des pires faits ou non. Voilà ce qui m'a poussé, c'est mon envie de régler les injustices que j'avais pu connaître dans ma vie personnelle. Du coup, êtes-vous avocat commis d'office? Alors, la commission d'office à Nantes, comme dans tous les barreaux d'ailleurs, c'est du volontariat. Donc ce sont les avocats qui postulent pour être commis d'office. Je vais faire ma première permanence garde à vue le 7 mai. Donc oui, je peux être amené à être commis d'office, et c'est ce que je ferai régulièrement quand j'aurai du temps libre dans mon planning. Donc c'est par choix? C'est un choix. D'accord. Et est-ce que, s'agissant de profession... Mais excusez-moi, je me permets de vous couper parce que je crois que dans l'esprit des gens, la commission d'office est souvent assimilée à... comment dire, en tout cas entremêlée avec, dans l'esprit du public avec la notion de l'aide juridictionnelle. C'est pas parce qu'on intervient à l'aide juridictionnelle qu'on est commis d'office. On est commis d'office par choix, par volonté, et si besoin en est aussi parfois quand il y a une demande de suppléants dans les permanences qui sont effectuées. L'aide juridictionnelle, c'est lorsque des individus ou des personnes vous désignent
c'est pas très beau comme individu, des personnes vous désignent pour assurer leur défense, mais qui n'en ont pas les moyens. L'État prend en charge tout ou partie des honoraires d'un avocat. Alors, c'est pas l'avocat qui fixe les honoraires, c'est l'État qui en fixe un barème et qui viendra payer la prestation de l'avocat. Donc, je voulais revenir dessus parce que la confusion du grand public, elle est souvent récurrente entre la commission d'office et l'aide juridictionnelle. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il est vrai qu'il y a de moins en moins de plaidoiries en tant que, dans le domaine du droit en tant qu'avocat? L'avocat plaide moins? Alors, il y a des procédures où la plaidoirie est en train de... je dis ça comme si j'étais un vieux briscard du barreau, absolument pas, mais en tout cas de l'expérience que j'ai pu acquérir au cours de mes études, des retours des avocats et des juges qui sont intervenus nous font dire qu'effectivement, il y a un recul de l'oralité des débats dans certaines matières, mais toutefois, elle reste importante dans un bon nombre de matières. La plupart des procédures en matière de divorce, en matière pénale, parfois en matière civile, restent et demeurent orales. Mais effectivement, il y a un recul dans certains pans du droit. Okay. Et est-ce que le CRFPA est un concours difficile et quels conseils pourriez-vous donner à un étudiant qui souhaite le passer? Alors c'est toujours assez facile de dire qu'un concours n'était pas si difficile que ça une fois qu'on l'a obtenu. Oui. Mais à mon sens, ce n'est pas un concours difficile. C'est un concours qui nécessite de la rigueur et une volonté. Il faut bien se mettre dans la tête que la préparation à ce concours-là, elle n'est pas aussi excessive que la préparation à l'École nationale de la magistrature. Mais elle est de plusieurs mois tout de même. Et c'est quelque chose dans lequel on va s'investir durant plusieurs mois, où ça va être absolument nécessaire d'avoir sa pleine concentration, et c'est un moment difficile mentalement. Sur le plan du travail, si on est un élève, une personne d'une manière générale qui a une certaine rigueur, ce n'est pas un concours difficile. Alors j'ai effectué un Master 1 droit pénal et carrière judiciaire, un Master 1 droit des affaires et un Master 2 responsabilité civile et assurance. Ok. Donc, pour revenir sur la question, est-ce que les masters que vous avez effectués donc à Nantes, le droit pénal et carrière judiciaire, pour des affaires et assurance, et ensuite le Master assurance, vous ont aidé pour la réussite de votre concours Alors, au moment du concours, on choisit une spécialité qui peut être, si je ne me trompe pas, droit fiscal, droit civil, droit pénal, peut-être du droit administratif, et je ne sais plus après les autres. Le Master 1 droit pénal et carrière judiciaire m'a véritablement aidé dans la préparation au concours, parce qu'il était enrichissant sur ce point-là, sur le point du droit pénal, il était complet, et effectivement m'a permis d'aborder ce concours avec plus de facilité dans ces matières. En revanche, il ne faut pas perdre de vue que ce concours a un tronc commun, enfin, si on peut appeler ça comme ça, mais il faut tout de même être bon en droit des contrats et en régime général des obligations. C'est peut-être la matière la plus difficile à aborder. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette du salaire que vous gagnez? Ça va être intéressant de l'évoquer. Je touche 2500 € de rétrocession. Je suis avocat collaborateur libéral. Donc je travaille pour Loïc Cabioche, qui me rétrocède. C'est le minimum barreau, c'est un minimum qui est établi par la commission Jeunes Barreaux, qui a réussi à le faire monter d'ailleurs assez récemment. C'est un minimum de rétrocession qui est de 2500 €. Ça ne veut pas dire que c'est ce que je touche réellement, c'est mon chiffre d'affaires. Cela rentre dans mon chiffre d'affaires. La collaboration libérale, ce qui est intéressant dans ce statut, c'est de pouvoir développer sa propre clientèle tout en travaillant pour le cabinet. Et maintenant, une dernière question. Quelle est la remarque que l'on vous a faite qui vous a le plus marqué, que ce soit positivement ou négativement? Alors que ce soit positivement ou négativement, je vais bien sûr évoquer quelque chose de négatif parce que je crois qu'on se souvient bien trop de ce qui est négatif et pas assez de ce qui est positif. La remarque que l'on m'a faite qui m'a le plus
marqué, touché, c'est que je ne ferai jamais de droit pénal. On m'a dit, quand je suis arrivé en licence 1, je savais déjà, je savais bien avant, j'ai voulu être avocat depuis mon adolescence et j'ai toujours souhaité faire du droit pénal. Je suis arrivé en licence 1, on m'a dit, il y a très peu de chances que vous soyez avocat, encore moins pénaliste. Arrivé en licence 2, quand j'ai commencé le droit pénal, on m'a dit que le droit pénal c'était de la rigueur et que j'en serais bien incapable. En licence 3, on m'a fait les mêmes remarques. En master 1, droit pénal et carrière judiciaire, on m'a dit, monsieur, vous savez, avant de faire ce métier, ça va être extrêmement compliqué et la concurrence est rude. Et en fait, à mesure que j'avançais, je me souviens même être entré à l'école des avocats du Grand Ouest et d'avoir dit, je ferai du pénal, rien que du pénal que du pénal. Et que tout le monde s'était raillé de cette réflexion et m'avait moqué pendant un certain temps. Aujourd'hui, je considère que, alors je ne suis pas avocat pénaliste, je n'ai pas une spécialisation, mais je considère que le gros de mon activité, c'est du droit pénal. Et j'en suis très content. Ça veut dire que, je ne dis pas que j'ai réussi, je suis encore loin d'avoir réussi quoi que ce soit, mais si j'ai réussi à atteindre cet objectif-là, c'est que tout le monde le peut. Donc, pour rebondir sur la question, la remarque qui a été le pire pour moi, mais qui est peut-être la plus motivante, c'est de ne pas avoir cru en moi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et en vous souhaitant une bonne continuation. Merci à vous deux aussi. Bon courage pour la suite.